Nous sommes en Italie, pendant le IVe siècle avant Jésus-Christ. Malgré une catastrophe militaire pendant la bataille de l'Alia, en moins 390, Rome se ressaisit rapidement et connaît une phase d'expansion rapide. Comme vu dans l'épisode précédent, la cité est pourtant attaquée de toutes parts, mais ses ennemis sont battus les uns après les autres. Le Sénat oscille alors entre 3 types de réponses. 1. L'occupation militaire des cités rebelles. 2. L'annexion pure et simple. Ou 3. La colonisation, avec l'envoi de populations romaines directement sur place. Ainsi, entre moins 390 et moins 354, Rome triple rapidement la taille du territoire sous son contrôle. Par contre, à force de grandir, les Romains viennent au contact d'une confédération de peuples qu'on appelle les Samnites. Dans un premier temps, les deux camps s'entendent parfaitement. Ils décident que la rivière Liris départagera leurs 2 zones d'influence. Les Romains peuvent donc terminer l'annexion des Volsques et s'intéresser aux Aurins. Les Samnites peuvent lorgner sur la Campanie, dont les cités majeures sont Capoue et Naples. Mais après avoir poussé leurs pions à l'est et à l'ouest de la rivière Liris, les deux puissances vont-elles renouveler leur alliance ou bien se faire la guerre pour dominer la péninsule ? Après l'an moins 354, soit l'année supposée d'un traité d'alliance entre Rome et les Samnites, les Romains terminent la conquête des Volsques et occupent militairement les Aurins. Néanmoins, ces guerres à répétition coûtent très cher à la société romaine. En effet, les plus jeunes doivent partir de plus en plus loin pour cause de services militaires et s'absentent de plus en plus longtemps, notamment lorsqu'ils sont en garnison. Or, si vous vous souvenez de l'épisode 1, nous avions dit que l'armée romaine est divisée en 3 classes. Les 2 dernières sont fournies par des plébéiens qui sont assez riches pour se payer un équipement, mais dont les familles restent modestes. En d'autres termes, le départ d'un fils vers le front est toujours vécu comme une perte de main-d'œuvre. Les femmes n'ayant pas le droit de vendre ni de représenter financièrement la famille, la plupart des plébéiens finissent par s'endetter pour survivre. Et malgré l'obtention d'une solde, aucune réparation n'est prévue en cas de mort ou de blessure. Bref, la seule façon de calmer le peuple, c'est de gagner les batailles, de redistribuer le butin de guerre, d'organiser des triomphes et des jeux du cirque pour faire oublier les injustices, et si tout cela ne suffit pas, de rendre le système un peu plus égalitaire. À partir de moins 367, les tribuns obtiennent une série de garanties, qu'on appelle les lois licino-sextiennes, qui sont déclinées en 3 volets. Les garanties sont d'abord politiques. Jusqu'ici, les postes de consul étaient réservés aux patriciens. Même si l'Assemblée des soldats les nommait chaque année, un système de vote injuste, avec 80 voix pour la première classe et seulement 20 pour les autres, ainsi qu'une origine aristocratique des candidats, favorisait toujours la noblesse romaine. Grâce aux nouvelles lois, la fonction consulaire est enfin ouverte aux plébéiens, et surtout, au moins un des 2 consuls doit forcément venir de la plèbe. Cette réforme est donc une garantie pour les plus modestes, qui se sentent un peu mieux représentés. Deuxième volet, un meilleur partage de la guerre publicus. Après les campagnes militaires, Rome s'empare toujours de nouveaux territoires qui passent alors sous le régime dit de la guerre publicus. Par exemple, les mines d'or et d'argent passent sous le contrôle de l'État, les ports maritimes sont gérés par des fonctionnaires romains, quand les champs et pâturages sont confisqués puis redistribués aux vétérans. Le problème, c'est que les riches s'accaparent à chaque fois les meilleures terres et que les pauvres obtiennent des zones défrichées, impropres à la cultivation rentable. En ce sens, la nouvelle loi de moins 367 est très claire. Le partage se fera de manière plus équitable et les abus seront punis. Troisième volet, de meilleures garanties sur les dettes. À l'époque, quand un citoyen ne pouvait pas rembourser son crédit, l'aristocrate pouvait invoquer le nexum, ou servitude pour les dettes en français. Pour faire simple, le plébéien qui ne pouvait pas payer son créditeur était réduit en esclavage. Dès moins 367, cette pratique est limitée à certains cas très spécifiques avant d'être abolie complètement en moins 326. Désormais, seul le remboursement des intérêts est exigé. Maintenant, une fois que Rome a réglé ses problèmes internes, elle peut se projeter avec confiance sur la scène extérieure. Dans les années moins 350, cela commence par le non-respect du traité signé avec les Samnites. En effet, alors que ses alliés théoriques lancent les premières opérations contre Capoue, cité principale de la Campanie, les habitants appellent les Romains à l'aide. La ville se situe pourtant dans la zone d'influence de la Confédération, mais le Sénat est tout heureux de s'imposer en arbitre. En moins 343, les sénateurs donnent leur accord. La Légion intervient en Campanie pour repousser les raids et pour protéger Capoue. L'opération est un succès, les Campaniens demandent même à la Légion de rester sur place après leur victoire. De leur point de vue, plutôt Rome et ses accès maritimes que les Samnites, qui sont perçus comme des peuples montagnards et moins développés. Finalement, en moins 341, la Confédération Samnite accepte de partager. Rome devient la protectrice de la Campanie occidentale, tandis que les Samnites se rabattent sur la partie orientale. Trop facile pour le Sénat, qui démultiplie les garnisons dans le secteur. Lentement, mais sûrement, la région passe sous son contrôle. L'objectif est de renforcer les liens commerciaux avec le Latium. La Campanie étant une région très productive, elle apporte des richesses considérables aux citoyens. Mais tout cela,
ce n'est pas ce que Capoue avait en tête. Si les légionnaires ont été faciles à faire venir, la question qui se pose désormais, c'est comment les faire partir. En moins 340, un an après la fin de la première guerre samnite, les cités sous domination romaine, qu'elles soient occupées, colonisées, encore libres ou annexées, sont de plus en plus inquiètes. Rome prend peu à peu le contrôle d'un immense territoire et s'impose comme un protecteur obligatoire qui ne tolère pas la contradiction. Rapidement, une dispute éclate avec les Latins. Alors que les cités voulaient partir piller le Samnium, avec le soutien de Capoue, les Romains s'y opposent pour ne pas froisser les Samnites. Les sénateurs veulent absolument s'emparer de la Campanie et veulent éviter une guerre ouverte avec la Confédération. C'en est donc trop pour les Latins qui se révoltent. Toujours avec l'aide de Capoue qui veut rester libre, leurs armées marchent en direction de Rome. Entre moins 340 et moins 338, la guerre latine ravage la région du Latium. Problème, les Latins et les Campaniens sont divisés. Au sein de leur communauté, certaines familles ont des intérêts marchands avec les riverains du Tibre, d'autres en ont beaucoup moins. Tout le monde n'a pas envie de se disputer avec les autorités romaines. Dans l'autre camp, c'est exactement le contraire. Le patriciat sécurise le soutien du peuple en faisant de nouvelles concessions politiques. En moins 339, il donne la possibilité, même si celle-ci doit rester rare, que des plébéiens puissent entrer au Sénat. Pour être sénateur, il faut simplement avoir été magistrat, comme comptable, juge ou fonctionnaire, puis être choisi par un censeur. Aucune limite ne concerne plus l'origine sociale, ce qui permet aux plébéiens les plus riches d'accéder à la fonction la plus honorifique. Bien sûr, pour les plus pauvres qui ne savent ni lire et écrire, le changement n'est pas immédiat, mais la réforme est symbolique. Ainsi, alors que le soutien à l'effort de guerre est loin d'être total, côté latin et campanien, Rome apparaît plus unie et plus forte que jamais. Après une campagne militaire de 2 ans, elle défait ses adversaires un par un, puis le Sénat déclare l'annexion de tout le territoire sous son contrôle. Les opposants sont emprisonnés, déportés, exécutés sans jugement. La ville de Velitrae est même rasée pour l'exemple. Ensuite, les familles qui sont restées fidèles sont récompensées. Leurs avantages incluent une entrée au Sénat, des parts commerciales ou des faveurs juridiques. Pour leur population, Rome peut concéder des droits de citoyens sans suffrage qui permettent aux commerçants de circuler, de vendre ou d'obtenir un procès. Par exemple, en cas de dispute sur un prix ou sur un fournisseur, un fonctionnaire romain peut intervenir pour régler le problème. Sur la base de lois écrites et d'un droit plus développé que chez les peuples italiques, la justice des Romains s'exporte très facilement chez les voisins. Tout commerçant, en effet, trouve un avantage à revendiquer la protection de Rome. Une nouvelle fois, le Sénat pratique un parfait équilibre entre la peur et l'intérêt commercial. Autre conséquence de la guerre latine, c'est que les annexions en série augmentent les effectifs de la Légion. Toutes les villes sont tenues d'envoyer des auxiliaires à l'armée romaine, qui devient ainsi la première puissance de la péninsule. Rome n'a donc plus peur de personne. Elle aide les Orinces, qu'elle a soumis quelque temps plus tôt, à se débarrasser des Sidicins, qui sont pourtant sous protection samnite. Une colonie est alors fondée à Calès, aux portes du Samnium, ce qui ne manque pas de faire réagir. Mais en pleine campagne contre la Campanie, la Confédération ne fait rien. Par contre, quand la ville de Naples appelle les Romains à l'aide, et que le Sénat répond favorablement, c'est l'histoire de Capoue qui recommence. Pire, la cité napolitaine dispose d'une flotte de guerre très puissante, et son alliance avec Rome est insupportable. L'aristocratie grecque, qui domine la ville, ne doit surtout pas tomber sous l'influence des Romains, sous peine de déséquilibrer complètement le rapport de force. Bref, en moins 327, 11 ans après la fin de la guerre latine, la deuxième guerre samnite commence officiellement. Maintenant, si les Romains ont cherché la guerre, c'est peut-être parce qu'ils sont sûrs de la gagner. Sur le papier, la Légion apparaît beaucoup plus puissante que sa concurrente. L'armée romaine est composée de légionnaires expérimentés, qui reçoivent une solde et un entraînement fréquent, quand les Samnites sont avant tout des irréguliers, pensés pour leur aide et le combat dans les montagnes. De plus, grâce au renfort des auxiliaires latins et campaniens, Rome dispose d'une écrasante supériorité. Aucune surprise donc à voir les Samnites en difficulté sur le champ de bataille. Pendant 6 ans, entre moins 327 et moins 321, la Confédération perd tous ses engagements. Naples est libérée, les frontières de la Campanie sont nettoyées, la Légion triomphe partout où elle passe. Les Romains n'ont plus qu'à porter le coup de grâce et la guerre sera finie. Le coup de grâce, c'est-à-dire frapper en plein cœur de la Confédération avec une armée gigantesque de 40 000 hommes. En moins 321, au cours de la deuxième guerre samnite, Rome veut porter un coup fatal à son ennemi. Mais sans le savoir, la Légion va tomber droit dans un piège et connaître un nouveau désastre. En effet,
Les Samnites font semblant d'attaquer la cité de Luceria, qui, comme Capoue Naples avant elle, aurait appelé les Romains à l'aide. Ces derniers décideraient alors de prendre le chemin le plus court, coupant à travers le Samnium afin de le ravager et de l'offrir au pillage. Selon les plans, les Samnites seraient obligés de faire demi-tour, ils devraient affronter la Légion en terrain ouvert, ils n'auraient aucune chance de l'emporter, sachant que Luceria pourrait les prendre à revers. Sur le papier, le plan est donc parfait, mais contient de petits grains de sable. Le premier, c'est qu'avant de pénétrer dans le Samnium, il faut passer par un défilé dans les montagnes. C'est en effet le seul chemin possible, et les Romains doivent se dépêcher avant que Luceria ne soit capturée. Mais deuxième petit grain de sable, l'attaque des Samnites contre Luceria n'est pas sérieuse. Au contraire, le gros de l'armée ennemie attend que la Légion s'enfonce dans le défilé pour l'anéantir complètement. Ainsi, sans le savoir, entre 20 et 40 000 Romains foncent tout droit dans un piège. Selon les chroniqueurs antiques, la bataille se serait déroulée comme suit. Naïfs, les légionnaires s'enfoncent dans un défilé très étroit, entouré par les montagnes. Ils sont persuadés que la route est sûre et sont impatients de partir au pillage. Mais, au bout de quelques heures de marche, l'avant-garde aurait trouvé le débouché barricadé. Bizarre, si les Samnites sont à Luceria, ils n'auraient pas eu le temps de construire des ouvrages de défense. Alors est-ce un piège ? Dans le doute, la Légion fait demi-tour en catastrophe et se précipite vers la sortie. Sauf que là encore, le débouché serait aussi barricadé. L'ennemi en aurait profité pour surgir tout à coup, bien à l'abri sur la crête des collines, en jetant des projectiles sur les Romains. Le piège serait tellement parfait que l'envahisseur se serait rendu sans combattre. En échange de la vie sauve, les légionnaires acceptent de passer sous le joug, c'est-à-dire qu'il faut baisser la tête, parfois se mettre à quatre pattes, pour passer sous une barre de bois qui sert d'habitude à atteler un bœuf. Symboliquement, les Romains sont donc traités comme du bétail, et cette humiliation est la pire qui soit. Par contre, selon les historiens modernes, l'Italie ne contient pas de défilé aussi étroit. Géographiquement parlant, ce chemin n'existe pas, aurait été inventé de toutes pièces, et la bataille se serait déroulée sur une simple route de montagne. Cette route aurait été suffisamment large pour faire passer une armée sans pour autant être un coupe-gorge. En revanche, les Romains se seraient bien fait surprendre. Il est possible que l'avant-garde ait été capturée et que le reste soit parti en fuyant. Cela expliquerait le châtiment que les Samnites ont imposé aux prisonniers, ainsi que le fait que malgré la défaite, le nombre de morts côté romain n'est pas si important. L'épisode, qu'on appelle la bataille des Fourches Codines, est donc un désastre symbolique. Par contre, les conséquences de ce désastre, quant à elles, sont catastrophiques. Incapables de se remettre d'une telle humiliation, les Romains n'auraient pas su se ressaisir. L'ennemi en profite, forcément. Les opérations de raid s'enfoncent en plein territoire latin, jusqu'à Satricum en -320. Ensuite, pendant 5 ans, les Samnites recommencent leurs opérations de pillage, toujours impunément, tandis que Rome tente de reformer l'armée. Avec de nouvelles recrues, mal équipées et mal entraînées, elle tente d'affronter l'envahisseur à Lotulae, en -315, mais subit un nouveau revers. Cette fois-ci, aucune excuse, la Légion est battue sur un terrain à découvert et la Confédération coupe le territoire en deux. La défaite est synonyme de révolte. Sans ces précieuses garnisons pour surveiller le territoire, le Sénat ne peut contenir les populations qui se soulèvent. Pourtant, les Samnites sont toujours incapables de tenir le terrain, peut-être grâce à des répressions très fortes, ou bien grâce à des soutiens qui ont intérêt à maintenir les choses en place. Rome reprend rapidement le contrôle. La preuve, en -312, elle construit une route, qu'on appelle la Via Appia, qui relie la capitale à Capoue directement. Le calme est donc rétabli et la cité envisage une contre-offensive. Les cités d'Apulie, comme Luceria, qui appellent toujours à l'aide, doivent maintenir la pression, tandis que des opérations prudentes seront lancées depuis la Campanie. Ainsi prises en étau, les Samnites seront défaits. Du moins, c'est ce qui est envisagé par les Romains, car tout à coup, d'autres puissances envisagent de rentrer dans le conflit. Les Étrusques sont de retour sur la scène et menacent d'attaquer le Tibre. Dans le prochain épisode, nous verrons comment le sud de la péninsule s'est embrasé en cette fin de 4e siècle. Alors abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, laissez un j'aime ou un commentaire si la vidéo vous a plu, et merci à tous les tipeurs pour l'avoir rendu possible. Quant à nous, nous nous retrouvons au prochain épisode pour savoir de qui, des Étrusques, des Samnites ou des Romains, seront les maîtres incontestés de l'Italie.